Bonsoir, merci de regarder Espace TV. Bienvenue dans votre émission Politiquement Correcte. Ce soir, nous parlons de 3 sujets qui ont marqué notre attention au cours de la semaine. Premièrement, de la crise qui sévit au sommet de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, avec la suspension de son vice-président Amadou Riba en exil. Crise qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et notre second sujet s'intéresse donc à ce probable décret qui pourrait nommer Sékou Resco Camara, ex-gouverneur de la ville de Conakry, comme attaché militaire à l'ambassade de Guinée au Brésil. Pourtant, comme le disent beaucoup d'observateurs, l'homme traîne des casseroles. Qu'est-ce qui motive cette décision? On abordera ce sujet dans cette émission avec le 3e sujet. Nous parlerons de cette rencontre effectuée par certains commissaires de la CENI au palais Sékou Touréa pour sceller l'avenir électoraliste de la Guinée, donc estimé d'ailleurs par beaucoup de Guinéens, d'observateurs guinéens. Pourquoi des commissaires rencontreraient le président de la République? Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mohamed Camara, consultant juridique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et notre second invité est Nuhu Baldé de l'Observateur et de Guinée News. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon cher confrère. Voilà, on va ouvrir le débat. Monsieur Camara, avant d'entamer en tout cas les sujets annoncés, aujourd'hui, après Ebola, c'est la méningite qui refait surface en Guinée. Déjà, nous apprenons qu'il y a eu 7 morts sur 50 cas au niveau de la Haute-Guinée. Quelle est votre appréhension par rapport à cette question ? Bon, d'abord, les condoléances les plus attristées au niveau des personnes qui sont décédées. J'avoue que la maladie est devenue récurrente parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous savez, quand il fait excessivement chaud et avec le soleil, le plus souvent, ça génère. Mais en parlant sous le contrôle des médecins, qui ne peuvent être que les spécialistes à aborder cette question, je pense que ça relance l'idée de mettre assez de moyens également dans le cadre de la recherche, de la prévention, de l'anticipation et pourquoi pas à la suite de Ebola mettre en place ce qu'on appelle un véritable institut de veille nationale, de veille sanitaire pour éviter par exemple que la Guinée ne soit prise de court en termes de situation sanitaire un peu catastrophique. Au-delà, il y a quand même à intensifier également la recherche au niveau des personnes ressources en termes de médecins aguerris. C'est vrai, on en dispose beaucoup au niveau de la Guinée. Il faut mettre simplement les moyens à leur disposition, équiper les hôpitaux. Parce qu'à la faveur de l'épidémie d'Ebola, je pense que ça a favorisé au moins 3 petits avantages, même si on peut mettre ça entre parenthèses. Le premier élément, c'est le fait de solliciter davantage de l'aide à travers les partenaires techniques et financiers pour venir en aide parce qu'on n'avait pas enregistré une pareille épidémie par le passé. Le deuxième motif, c'est que ça a quand même favorisé une sorte de période sabbatique en politique, une sorte de trêve, parce que même des réunions entre les acteurs ne pouvaient pas se tenir du tout. Et puis le troisième niveau, ça relançait quand même c'était une sorte de petite piqûre de rappel au niveau de la population à l'effet de redoubler d'efforts quant à la vigilance à garder. Les préventions surtout. En termes de prévention, mais en termes de mesures hygiéniques surtout. Donc voilà un peu le commentaire que cela m'inspire. Maintenant, vous savez, au niveau de la gestion de l'administration, il y a que en droit administratif, comme on le dit le plus souvent, gérer les hôpitaux, ce n'est pas nécessairement les médecins qui sont mieux placés pour gérer un hôpital. Mais parce que quand on met un médecin à la tête de l'hôpital, on perd une ressource humaine à 2 niveaux. Un, il n'est pas disposé à rendre efficacement ce pourquoi il a été formé en tant que médecin. Et puis deuxièmement, il ne peut pas non plus faire preuve d'efficacité à la tête de l'hôpital en question. Donc il faut former des administrateurs d'hôpitaux et puis donner assez de moyens. Encore une fois, il faut mettre les moyens et puis intensifier la recherche. Parce qu'il n'y a pas que ces maladies-là, il y a des maladies aussi qu'on pourrait appeler les maladies tropicales négligées. Voilà, pour parler de... Même s'il y a ce service quand même, au niveau de l'hôpital Donka, il y a ce service quand même voilà, pour les maladies tropicales. Oui, je ne me mets pas à la place des médecins, je n'ai pas cette compétence. Je dis simplement que le fait de dire maladie tropicale négligée,
ne devrait pas du tout faire baisser la garde quant à minimiser un peu l'existence de ces maladies qui sont là à l'état latent. Donc, le médecin avec les principes de précaution, les principes de prévention, de correction à la source, je pense que tout cela devrait amener quand même, surtout les pouvoirs publics, avec les partenaires techniques et financiers, à mettre beaucoup plus de regard. Et puis que la population aussi puisse justement être davantage à l'écoute pour avoir confiance aux informations qui vont être données par des spécialistes et ne pas seulement se fier à la tradition pour dire non, on a coutume de faire ceci, cela. C'est les spécialistes qui sont mieux placés pour dire quel est le facteur de risque et pour que l'on puisse éviter non seulement la probabilité d'occurrence de risque, mais aussi la fréquence. D'accord. Je vais me tourner vers Nourou Baldé. Vous êtes journaliste, je le disais dans l'entame de l'Observateur, mais également de Guinée News. Après Ebola, finalement, c'est la méningite qui refait surface. On sait que méningite, c'est pas quand même la première fois que ça arrive en Guinée. Quelle est votre analyse par rapport à cette question sanitaire? Est-ce qu'on peut dire que la Guinée est maudite finalement? Je pense que c'est vraiment inquiétant. Vous dites après Ebola, mais Ebola, on n'est pas dans l'après-Ebola. On est encore dans cette situation-là. Je me rappelle que récemment, le docteur Sakoba, reconnu spécialiste maintenant de ces questions-là, puisque c'est lui qui gérait le domaine avant l'apparition de cette grave maladie, il disait qu'il faut observer le dernier cas, attendre une quarantaine de jours, j'ai oublié combien exactement, 40-41 jours, avant de constater la disparition de cette maladie. Le 23 avril dernier, il y a eu un nouveau cas, je ne sais pas quelles sont les statistiques d'aujourd'hui, mais en tous les cas, il avait dit que le 23, il y avait un nouveau cas. Donc, on est encore dans cette situation. C'est très dommage ce qui nous arrive. J'emboîte le pas à Monsieur Camara. On me dit de ne pas dire Monsieur quand c'est un Camara. Hein. Donc, toutes nos condoléances aux familles des différentes victimes. Je pense que c'est très dommage. Ça démontre encore une fois l'état d'impréparation continuelle de notre pays. C'est bien dommage que une maladie apparaisse comme ça, qu'elle fasse plusieurs victimes et qu'on s'en préoccupe par après. C'est très dommage, on doit être... Parce que, excusez-moi, on parle de la fièvre, en tout cas l'arrivée, les premiers symptômes depuis le mois de janvier. Justement, c'est très dommage. Et par rapport à Ebola, vous avez vu, il y a un récent rapport, une récente étude qui nous informe que Ebola est arrivé depuis probablement décembre. Et que ça a fait des victimes, les gens ignoraient concrètement c'était quoi cette maladie. Je pense qu'on doit être en alerte maximum, en tous les cas par rapport au côté sanitaire. Il a parlé tantôt de moi, je pense que le ministère de la Santé est un ministère sensible qui a besoin. Il faut qu'on ait la santé, qu'on assure la santé des Guinéens pour parler d'autre chose. Tout le temps, on sort là manifester contre les coupures d'électricité, d'eau et autres. Je pense que la santé est primordiale à tous ces facteurs-là. Il est important que la gouvernance, que les Guinéens tiennent compte, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Guinée a toujours vécu comme ça. C'est quand la maladie arrive et elle décime les personnes et puis on s'en préoccupe après et on trouve des remèdes. Je pense que c'est pas bien. D'accord. Une dernière question sur ce sujet, M. Camara. Ça nous ramène au budget attribué à la santé. On sait que c'est un budget, en tout cas, comparativement à d'autres pays, c'est minime. Ça ne fait pas l'affaire, comme on le dit. Quel est votre regard par rapport à ça? Je pense et l'éducation et la santé sont des domaines qu'il faut quand même prendre très au sérieux. Et parce qu'il y a au niveau de notre constitution du 7 mai 2010, en son article 68, qu'il y a 2 sessions au niveau de la Guinée, 2 sessions ordinaires. On est présentement au niveau de la session des lois. On va aller vers la session budgétaire. Je rappelle d'ailleurs qu'il faut respecter quand même les délais, parce qu'on a dit que le 5 avril, ça s'ouvre. On a dit que si ça coïncide à un jour férié, on reporte au prochain jour ouvrable. Je pense qu'il faut corriger pour dire si ça coïncide à un jour férié ou non ouvrable, on reporte au prochain jour ouvrable. Parce que le samedi 5 avril était un jour non ouvrable, mais il n'était pas férié. Et je crains, on confond souvent. Et je crains que le 5 octobre, session budgétaire,
parce que le 5 octobre 2014 va être un dimanche, et qu'on dise également on ouvre le 6. Je pense que de deux choses, on corrige à la base ou simplement on respecte le contenu des textes. C'est extrêmement important. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que ce sera l'occasion, au niveau de la session budgétaire, voir le budget qui va être proposé par le ministère en charge de la santé et de l'hygiène, voir comment les députés peuvent également faire un certain nombre de remarques, aller faire d'accroître substantiellement le niveau du budget à ce niveau et permettre à ce que des personnes soient davantage formées. Et imaginez quand beaucoup de gens sont formés, que les personnes partent à l'étranger, qu'il y ait des équipements, quand toutes ces compétences-là sont rappelées. Donc ce que ça serve de déclic simplement pour battre le rappel de ces compétences-là. Quand tout le monde vient, je pense qu'il peut faire marcher le rouleau compresseur contre le sous-développement au niveau sanitaire, mais au niveau du développement aussi. Donc je pense l'un des moyens à ce niveau, ça peut être l'effort de synergie entre les acteurs de la société civile qui peuvent être très proches de la population et qui parlent de la population comme étant cible identifiée par la société civile, mais aussi les pouvoirs publics, leur cible c'est la population en tenant compte de la satisfaction de l'intérêt général, en réalisant le service public dans la continuité, dans l'adaptabilité, dans la légalité, dans la neutralité. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire présentement. Maintenant, il y a des difficultés qui peuvent être là, il faut apporter simplement des correctifs nécessaires et faire de l'anticipation pour ne pas succomber à l'urgence. Parce que si tout cela intervient dans un contexte où beaucoup de personnes donnent la priorité aux détails politiques, le plus souvent, les gens vont baisser la garde et des phénomènes peuvent arriver, or rien ne dépasse la vie. Donc je pense à la population aussi, parce que dans notre pays aussi, il ne faut pas hésiter de signaler que quand vous dites aux gens, soyons propres, avant de manger, lavez-vous la main. La personne va vous dire, mais voilà, il vient de l'Occident, il nous fait comprendre comme si c'est cela. Et les gens, comme on le dit souvent. Et les gens, plutôt que d'amener leur maladie à l'hôpital, c'est leur maladie qui les envoie à l'hôpital. Et le plus souvent dans un état calamiteux. Et c'est lui qui est décédé. Voilà. Et c'est lui qui est décédé. Voilà. Donc, les gens doivent, c'est pourquoi il faut créer l'emploi, il faut donner les moyens aux gens qui sont bien formés et qui sont enclins à occuper de l'emploi, pour qu'ils puissent avoir des ressources nécessaires, chaque fin de mois, aller faire un contrôle dans leur plan d'action, dans leur plan de développement personnel pour dire, voilà, chaque fois, il faut aller vers un médecin généraliste pour tâter le pouls, faire un bilan institutionnel et ne pas attendre que vous partiez dans un état de coma et puis voilà, trouver maintenant des gens démunis. Je pense, l'un dans l'autre, il faut quand même conjuguer les efforts. D'accord. Nous, Baldé, sur la même question, le budget de la santé en Guinée, ça a toujours été faible. Absolument, je pense qu'on l'a dit, la santé, l'éducation, ce sont parmi les parents pauvres de l'administration guinéenne et pourtant qui sont très importants. Il le disait tantôt très souvent, on accorde plus de crédit aux détails politiques, les gens en souffrent et puis on occupe les esprits sur des batailles quelquefois pas tellement utiles. Je pense que le problème est à ce niveau-là. Il y a des identités quand même qui fatiguent tous les Guinéens, la santé, l'éducation et beaucoup d'autres facteurs. Je pense qu'on est tous d'accord que ça ne va pas et ça n'a pas commencé malheureusement aujourd'hui. Qui nous dit que si nos mentalités ne changent pas, on ne change pas cette façon de faire, quelqu'un d'autre placé là-haut pourrait, avec un bâton, tout changer d'un seul coup. Je pense qu'il faut commencer dès maintenant à unir nos voix et à réclamer ça. On a besoin de former nos concitoyens, on a besoin d'assurer la santé pour tout le monde. Voilà, donc bonne chance, comme on le dit, aux Guinéens et à la Guinée. On va cette fois-ci parler du sujet annoncé. C'est la crise au sein de l'UFDG. Monsieur Camara, en tant que consultant juridique, quel est votre regard? On sait que, en tout cas, ces derniers temps, il y a beaucoup d'observateurs qui commentent cette actualité, la sanction de Bahouri au sein de l'UFDG. D'abord, votre regard juridique, est-ce que c'est possible de sanctionner un président fondateur? D'abord, vous savez, au niveau de la Guinée, par application de l'article 3 de la Constitution, ce sont les partis politiques qui peuvent présenter des candidats. Et donc, comme la Constitution est très importante, elle fait un renvoi à une loi qu'on appelle la loi portant charte des partis politiques. Je pense que c'est ce qu'il faut respecter, coûte que coûte, vaille que vaille. Et ça permet à l'administration, avant de délivrer un agrément à un parti politique, de dire voilà un peu les règles qu'il faut respecter, les conditions minimales à remplir, et puis voilà. Maintenant, un parti politique est une association de personnes.
Ça veut dire simplement que quand on est un parti politique, il y a non seulement les mécanismes de fonctionnement, parce que ça peut déteindre positivement sur le cours des militants, de la vie des militants, mais aussi sur l'État, parce que l'État a besoin l'avenir même d'ordre. Voilà. Étant donné que ce sont les partis politiques qui sont seuls habilités à présenter des candidats aux élections nationales, je précise bien, alors il faut un minimum de règlement intérieur, un minimum de statut, et puis c'est en cela que les partis politiques peuvent être autonomes, pas indépendants, autonomes dans la conception de leur règlement intérieur, mais leur fonctionnement interne aussi. Mais tout cela doit être adossé au niveau de la charte des partis politiques. Il y a une prolifération présentement des partis politiques, de formation politique, au point que les gens se disent, bon écoutez, est-ce qu'on n'allait pas se limiter simplement à 2 partis politiques? Mais si on comme dans certains États. Voilà, mais je pense que ça peut être sujet à débat. Mais mon point de vue là-dessus, c'est que il ne faut pas que le véhicule tombe en panne et qu'on change seulement de chauffeur. Il faut dépanner le véhicule. Sinon, ça devient du bonnet blanc, bonnet, c'est de pareil au même. Et qui vous donne l'assurance que quand il y a 2 partis politiques simplement en Guinée, et qui ne respectent pas, et qui ne respecteraient pas, par exemple, la charte des partis politiques, et qu'on ne retrouverait pas les mêmes clivages et les mêmes difficultés qu'on enregistre présentement au sein de ces mêmes formations, en termes de querelle de positionnement, en termes de mésentente, en termes et puis de ceci et de cela. Donc c'est pourquoi, quand il y a une formation politique, il y a une discipline à l'interne, et on va dire, qu'est-ce qui est considéré comme manquement? Est-ce qu'il y a des fautes? Et s'il y a des fautes, s'il y a des actes, les degrés, comment ça peut être sanctionné? Quelles sont les instances qui sont mieux habilitées à infliger de telles sanctions dès lors qu'il est prouvé aux yeux de cette instance que les faits qui sont posés sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'interne et que cette sanction disciplinaire revête un caractère manifestement proportionné. Si nous revenons sur, et donc, sur pour ce le cas, voilà. typiquement, nul n'est à l'abri d'une sanction au sein non seulement d'un État, à plus forte raison au sein d'une formation. Même une simple association, donc les associations par exemple qui sont régies par la loi 013 au niveau du ministère de l'administration en date justement du 4 juillet 2005, ça prévoit tout. Les partis politiques, c'est au niveau de la charte des partis politiques. Et donc, dès lors qu'il y a un manquement, il peut y avoir sanction. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans des débats de personnes, ça c'est une question interne au niveau des structures, mais l'œil juridique, c'est de dire, attention, il faut d'abord respecter les textes à l'interne avant de prétendre briguer des postes de responsabilité au niveau national. Sinon, ça deviendra toujours un mauvais exemple. Contradictoire même. Voilà, contradictoire. Et je pense qu'on n'a pas à dire mon parti, parce que c'est une association de personnes. On ne dit jamais. C'est pourquoi on dira toujours, pour que un parti soit formé, on dit les membres fondateurs venant des 4 régions naturelles, et vous faites vos statuts règlements intérieurs, vous déposez en 4 copies au niveau du ministère de l'administration des territoires. Et c'est à ce niveau que ce ministère doit faire ce qu'on appelle un contrôle terrain, mais aussi un contrôle papier. Contrôle papier pour voir est-ce que les dossiers qui ont été fournis ont enregistré une complétude, est-ce que c'est au grand complet. Mais également contrôle terrain pour voir est-ce qu'il y a des formations politiques qui ont un siège. Parce que si les formations politiques ne sont pas gérées de très belle manière, ça va déteindre négativement sur l'ordre public, la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Et donc ça, c'est très cher à l'État. Mais de l'autre côté, il faut que les députés voient également comment, au niveau de ces lois, comme on est en session des lois, voir comment voter une loi portant le financement des partis politiques. Le seuil des dépenses à ne pas du tout dépasser, le contrôle à faire à ce niveau. Éviter l'anarchie surtout. Très bien, à l'image de la France avec la loi Sapin. Je pense qu'on peut prendre ces lois-là et que l'on permette aux citoyens l'apprentissage d'une formation politique à l'interne et le civisme. Parce qu'un parti politique a 3 missions fondamentalement, entre autres. C'est d'abord la défense des valeurs de l'état de droit. Et deuxièmement, c'est justement favoriser ce qu'on appelle l'éducation civique des citoyens. Et en troisième position, c'est la conquête du pouvoir par les urnes, mais de la manière la plus régulière. Donc je pense qu'en le faisant, ce qui arrive au niveau d'une formation politique citée présentement peut venir au niveau d'autres formations politiques,
Mais il faut qu'il y ait toujours... Vous savez, Sun Tzu, et je termine là-dessus, Sun Tzu est un Asiatique, un écrivain. Il a écrit un ouvrage très important, très lu et très anciennement, enseigné dans les facultés de droit et de sciences politiques, mais aussi dans les écoles militaires. Il a titré L'art de la guerre. Il estime qu'un État peut tenir debout lorsqu'il y a 3 piliers. 1, les valeurs. Il faut que les gens soient portés par les valeurs. Deuxièmement, le travail. Et enfin, le 3e pilier qui est au centre, c'est justement la loi. Donc autant on doit parler de la loi à l'interne d'une formation politique, autant au niveau de l'État on doit en parler. Et c'est pour que, au niveau des acteurs politiques qui sont au niveau de la tête, qu'ils respectent ces textes-là, de sorte que le militant lui-même puisse faire l'imitation. Parce que l'exemple doit venir d'en haut et l'imitation d'en bas. D'accord. Alors, Monsieur Baldé, on sait que vous suivez cette actualité avec beaucoup d'attention. Est-ce que ça vous surprend aujourd'hui que l'UFDG soit à la une, que cette crise éclate finalement? Non, honnêtement non. On a suivi effectivement, comme tout le monde, cette actualité, cette évolution. On savait que Bahouri ne s'entendait pas, alors pas du tout ces derniers temps. C'est depuis quand même. Oui, mais ces derniers temps, pas du tout, avec son président, Cellou Dalein Diallo. Depuis un certain temps, effectivement, il y avait des malentendus, mais des négociations intervenaient et des conciliations se faisaient. Mais ces derniers temps-là, on sentait les positions se durcir, on sentait que Bahouri s'éloignait un peu de Cellou, et Cellou aussi oubliait quelque peu Bahouri. On sait que des proches de Bahouri, par exemple, reprochent à Cellou Dalein le fait de ne l'avoir pas soutenu dans son exil-là. On estime, on reproche souvent à l'UFDG d'avoir conduit des manifestations publiques et de n'avoir jamais fait cas de Bahouri, d'avoir voilà, et quelquefois quand on dit que c'est l'opposition qui a marché, les gens estiment que dans cette opposition l'UFDG est quand même majoritaire, voilà, la plus grande formation de l'opposition. Et on se rappelle par exemple quand il y a eu des manifestations publiques, à un moment donné les partis politiques avaient même essayé de jouer sur la mobilisation, parce que vous vous rappelez dans les échanges quand le pouvoir disait que l'opposition ne parviendra jamais à mobiliser sur l'autoroute, une fois, ils ont décidé d'envoyer Sidia Touré vers Matam, d'envoyer Lansana Kouyaté et Jean-Marc Teliano vers Matoto Anta, Kassori Fofana rejoindre Anta avec Sidia, mais finalement, tout ce beau monde s'est retrouvé sur la route Le Prince et ils n'ont pas parvenu à rallier l'autoroute, mais la mobilisation était tellement forte au niveau de l'axe Amdallah et Bambeto-Koza que le pouvoir a dit la manifestation devait se cantonner là. Donc on sait que l'UFDG s'est mobilisé, on sait que Cellou Dalein maîtrise cette foule. Donc les proches de Bahouri estiment que Cellou n'a pas fait assez pour obtenir sa libération. Au-delà des manifestations où on a estimé qu'il n'y a pas eu de pancarte, de banderole ou de discours réclamant le retour de Bahouri, on reproche à Cellou de n'avoir pas exigé ou conditionnalisé même sa participation à un dialogue, à des élections, par le retour de Bahouri. Ils estiment que Cellou aurait pu, par exemple, à l'occasion des accords du 3 juillet 2013, dire, bon, je suis prêt à signer, mais il faut qu'on ramène mon vice-président. Ça, c'est une condition non négociable. Si Bahouri revient, je suis prêt à signer. Mais s'il ne revient pas... Donc, ils estiment que les partenaires, le médiateur, Saïd Djinnit et d'autres, auraient pu utiliser cet argument-là pour aller vers le président Alpha Condé, étant donné que la condamnation avait déjà été prononcée. Parce que vous vous rappelez même par rapport au jugement, Bahouri estimait, ça c'est lui-même qui l'a dit, qui le disait notamment aux grandes gueules, que les autres n'allaient pas au tribunal pour l'aider ou pour aider ceux qui sont en jugement là-bas. En gros, c'est entre autres des éléments de reproche du camp Bahouri. Mais de l'autre côté, le camp Cellou estime que Bahouri s'écartait de lui-même du parti. Le parti décide d'une chose et lui, il dit autre chose. Ils disent par exemple que par rapport aux législatives, que Bahouri était censé être le numéro 2 de la liste nationale de l'UFDG. Et que c'est Bahouri qui a décliné. Et que s'il acceptait d'être numéro 2, l'UFDG allait utiliser ça justement
pour... manager son retour. Exactement, pour faire un débat politique, aller vers le pouvoir, dire que si je dois participer aux élections, moi, c'est où je suis le numéro 1, Bahouri est numéro 2. Si vous rejetez la liste, c'est toute la liste. Et à l'époque, c'était difficile quand même d'écarter l'UFDG et d'aller à des élections. Donc, le débat a eu lieu et au fil du temps, on a senti effectivement que les deux ne s'entendaient pas. Donc, la sanction était là, était attendue, mais quel est le degré de sanction? C'est là qu'il y a eu un autre débat. Moi, j'ai lu un peu les statuts et règlements intérieurs de l'UFDG. Justement, dans le règlement intérieur, il y a un article qui dit, je ne me rappelle pas, et je risque de me faire taper sur les doigts par le juriste d'en face, mais il y a en tout cas quelque part où on dit, effectivement parlant de sanctions, que pour une faute grave, qu'il fallait le blâme. Et donc il y a eu un débat quand Bahouri a été suspendu, il y a des gens qui ont estimé qu'il fallait plutôt le blâmer, puisque c'est dit quelque part que le blâme était prévu pour une faute grave. Oui, et que la suspension... Excusez-moi, à ce niveau, on a écouté quand même les membres du bureau politique qui ont dit qu'il y a eu ce blâme, même si ce n'était pas officiel. Par mail, on nous a quand même appris ça. Moi, ce n'est pas ce que j'ai suivi. J'ai échangé par après avec un des responsables de ce parti, notamment le secrétaire général qui est censé connaître les textes, M. Aliou Condé, un brillant cadre de ce parti que tout le monde connaît quand même, qui a dit qu'il y a un aspect que les gens ont négligé. C'est-à-dire qu'avant de dire que tel aspect règle tel autre aspect, il est dit selon le degré de la faute. Et puisque c'est écrit selon le degré de la faute commise, on pouvait sauter d'un escalier pour un autre. Et que ce que Bahouri avait commis comme faute était plus grave que cette gravité dont on avait parlé sur le blâme. Puisque, entre autres faits qui lui sont reprochés, il y a le fait de constituer un groupe de l'opposition extra-parlementaire et aussi de créer d'autres fédérations. Mais encore, le pire, c'est d'appeler aux militants de l'UFDG de constituer des fédérations à l'interne et à l'extérieur du pays. Et ça, selon l'UFDG, il fallait donc le suspendre pour, je reprends les termes de M. Aliou Condé, pour dire aux gens, il n'est plus mon ambassadeur, il n'agit plus au compte du parti, et donc tout acte qu'il posera sera considéré comme nul et de nul effet au compte du parti. Donc la suspension était dans ce sens-là. D'accord, on va évoluer, M. Camara, avec votre œil juridique. Est-ce qu'un parti peut compter sur... je veux dire, est-ce que le vice-président, c'est-à-dire Bahouri, pourrait compter sur le parti pour que des manifestations soient organisées juridiquement? Est-ce que c'est possible alors qu'il est condamné? Qu'il est suspendu? Non, mais je parle de la condamnation d'ailleurs avec la justice, par contumace. Dans l'affaire du 19 juillet. Oui, dans l'affaire du 19 juillet. Bon, vous savez, quand il y a un problème qui se passe au niveau d'un État, il faut d'abord éviter d'accuser, parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais quand il y a accusation aussi et qu'il y a sanction, il y a possibilité de faire appel. Et les voies de recours, comme on dit le plus souvent. Maintenant, revenir au niveau de la manifestation, c'est vrai que l'article 10 de la Constitution permet justement aux citoyens de faire ce qu'on appelle le jour de la liberté de manifestation, mais avec des conditions qu'il faut respecter, parce qu'il y a un système de renvoi au niveau des articles 105, 106, 107 et 108 du Code pénal. Voilà comment il faut organiser tout cela, et puis voilà. Mais, vous savez, un juriste ne débat pas comment je vais appeler cela, d'un jugement qui est rendu, parce que l'article 238 du Code pénal sanctionne toute personne qui, par voie médiatique, tenterait par exemple de commenter un arrêt sur un média. On peut le faire en faculté de droit, et là aussi sans passion, sans jugement de valeur. C'est de dire quels sont les faits, quelles sont les prétentions des parties, quel est le sens de la décision, quelle est la juridiction compétente et quel est le droit applicable. Ça, c'est pour éventuellement former les futurs magistrats et les futurs avocats. Maintenant, quand c'est un débat juridico-politique, je préfère ne pas utiliser ni langue de bois, mais non plus pas m'insérer dans un débat où la politique va dominer surtout. Mais, encore une fois, le droit prévoit tout.
à l'interne, on n'a pas à dire, voilà, c'est mon parti, mais on n'a pas, c'est-à-dire que quand on veut faire en sorte que la justice fonctionne, facilement, on peut penser que la justice peut être influencée par un seul camp, mais la justice, si on ne fait pas attention, peut être influencée par beaucoup de personnes. Ça peut être influencé par un pouvoir, ça peut être influencé par un acteur politique, ça peut être influencé par un homme riche, ça peut être influencé même par un ami, ça peut être influencé même par des parents. Donc quand on parle d'indépendance de la justice, c'est à plusieurs niveaux. Maintenant, l'indépendance propre va revenir au juge lui-même, parce que même s'il y a des textes qui consacrent tout, et qu'on vous dise vous êtes journaliste indépendant, si vous ne travaillez pas de cette manière, ça ne peut pas aller. Donc ça deviendra un peu des stratégies politiques entre les acteurs, entre eux, mais juridiquement, je vous explique comment les choses se passent. Côté droit de la manifestation, procédure à respecter, et je n'ai pas dit que ça a écarté. Maintenant, quand la justice est là, le juge a le pouvoir souverain d'appréciation. Maintenant, si vous n'êtes pas tout d'accord, vous avez la possibilité de faire des voies de recours, et puis voilà. Maintenant, tout ce qui peut être stratégie politico-politicienne, je pense, juridiquement, ça ne serait pas approprié que je m'engage. Voilà, on va terminer, nous, avec les conséquences. On sait que les conséquences, en tout cas cette crise au sein de l'UFDG, ça profite à quelqu'un, au pouvoir en place, pourquoi pas, aux partis, et comme l'UFR, entre autres. Oui, c'est, je pense, le réflexe qui vient, mais en tous les cas, il y a les acteurs qui disent autre chose. Peut-être, voilà, c'est leur argument, mais en tous les cas, j'ai écouté Baouri qui dit que cette crise permet à l'UFDG de montrer que c'est un parti démocratique, que c'est un parti où il y a un débat, où les textes s'imposent à n'importe qui et où on peut discuter et s'entendre. Il a dit... Même si, lui, il a dit que cette sanction, ça n'a pas d'effet. Absolument, il dit que ça n'a pas d'effet, mais je pense qu'il a changé de langage. Moi-même, je l'ai eu au téléphone, effectivement, au lendemain de cette sanction, où il m'a dit qu'effectivement, il n'y avait pas de conséquences. Il considère que ça ne l'affectera pas. Mais ces derniers temps, j'ai suivi qu'il y a des négociations en cours. Il a rencontré plusieurs personnalités. Récemment, c'est l'ancien ministre sénégalais et leader politique, aujourd'hui, Djibo Letika, qu'il a rencontré et qui a promis de jouer au médiateur entre Baouri et Cellou Dalein. Il a reçu Baouri, auquel il a prodigué d'utiles conseils, selon lui, et il compte aussi voir Cellou, essayer de parler à Cellou, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, même guinéens, je ne dis pas forcément de l'opposition, qui estiment que on a besoin d'un parti politique fort devant un pouvoir. C'est-à-dire que le fait de s'opposer même participe à la consolidation de la démocratie. Donc, ce n'est pas du tout important de fragiliser un parti et dire que je suis gagnant. Je parle par exemple du pouvoir qui dirait que s'il y a des problèmes, j'ai écouté un député de la mouvance se réjouissait de voilà, qui estime que ce serait bien que ce parti se fragilise et qu'ils puissent récupérer des militants. Je pense que ce n'est pas bien pour la démocratie, pour la beauté du débat. On a besoin de contradicteurs. Je pense que c'est important qu'il y ait d'un côté un parti au pouvoir bien structuré, fort, et de l'autre côté une opposition grand forte. Parti au sein de l'opposition. D'accord, on va partir avec le deuxième sujet. Nous sommes pris par le temps. On parlait de cette probable nomination en tant qu'attaché militaire au niveau de l'ambassade du Brésil, M. Camara, de l'ex-gouverneur de la ville de Conakry. Il s'agit de Sékou Resco. On sait que l'homme, en tout cas selon beaucoup de personnes, traîne des casseroles. Surtout, il est poursuivable. Est-ce que d'ailleurs, juridiquement, on peut nommer quelqu'un qui a fait une fonction avec tant bien que mal, avec des hauts et des bas? Bon, et si je peux me permettre, étant journaliste, renchérir sur ta question, pour poser une autre question, peut-être améliorer ta question, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut, par exemple, reprocher à ceux qui le nommeraient, s'il est prouvé qu'il y a des choses à retenir contre le gouverneur, l'ancien gouverneur, est-ce qu'on peut poursuivre ceux-là qui l'aideraient à échapper aux poursuites, en l'éloignant de la justice guinéenne? Bon, je comprends le dit de vos questions et les non-dits. Le dit, je ne me prononce pas sur la nomination d'une personne en tant que telle, étant donné d'ailleurs que vous êtes en train de tenir vos propos conditionnels, n'est-ce pas? Y compris les rumeurs. Donc,
on ne débat pas sur des rumeurs. Mais sur le plan juridique, quand il y a des faits qui sont reprochés à quelqu'un et que ça soit constitutif de faute, parce que quand il y a une infraction, il y a des éléments constitutifs de l'infraction. Tout est indiqué au niveau de la loi. C'est pourquoi d'ailleurs la loi est impersonnelle. Il y a des caractères de la loi, c'est impersonnel. La loi a une portée générale. La loi est l'expression de la volonté générale et elle s'applique à l'égard de tout le monde. Dura lex sed lex. Oui, ça c'est son caractère obligatoire. Dura lex sed lex, parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais son caractère général, sa portée, son application à l'égard de tous, on appelle cela en latin que la loi s'applique erga omnes. Erga omnes à l'égard de tous. Ouais. C'est pourquoi, quand vous prenez l'exemple au niveau de, comment je vais appeler, le vol. On va dire le vol, c'est la soustraction frauduleuse du bien contre le gré en l'absence de son propriétaire légitime. Mais on ne dira pas le vol est pour M. Pathé ou pour M. Baldé. Mais on dira le vol est. C'est pourquoi il y a des termes neutres. Quiconque, tout fait, toute personne, nul ne. Alors à ce stade, quand il y a des faits qui sont reprochés, parce que c'est le FIDH, justement, la FIDH qui monte le credo avec le GDH pour la défense, justement, qui sont dans leur rôle. Mais des ONG de droits de l'homme. Voilà, qui demandent à ce qu'il y ait une sorte de mise en accusation et même de placement sous contrôle judiciaire. En fait, la mise en accusation, c'est comme la mise en examen, je veux dire, c'est comme quand on dit inculpation. Ça a été changé au niveau de la France, c'est une question de terminologie qui a changé simplement en 1998. Et le contrôle judiciaire, c'est de dire, bon, en attendant qu'il y ait un jugement, comme il y a des soupçons et des indices que les accusateurs pensent que ça peut être concordant, grave et suffisant pour laisser entendre qu'une poursuite peut être engagée, mais jusqu'à ce stade, il faut attendre que le juge se prononce, parce que c'est le juge qui est seul souverain. Vous savez, au niveau de la justice en Guinée, par application de l'article 107 de la Constitution, seul le juge est habilité à rendre la justice. Lui aussi, en rendant la justice, il ne doit obéir qu'à l'autorité de la loi. Ça, c'est par application de l'article 109 de la Constitution. J'appelle au téléphone. Ouais. Maintenant, il appartient au juge également, qui est lui seul appelé à juger, de rendre la justice et ne pas refuser de rendre la justice. Parce que s'il fait un déni de justice, le déni de justice est sanctionné à l'article 202 du Code pénal. Autrement dit, le juge qui fait un déni de justice doit payer une amende de 50 000 à 300 000 francs et être suspendu de sa fonction de 5 ans à 20 ans. Ce n'est pas une mince affaire. On vous dit que juger, vous ne jugez pas. Voilà, et quand vous venez maintenant au niveau du cas que vous avez évoqué, en clair... Est-ce que c'est possible? Tant que la justice ne s'est pas prononcée sur une situation, il y a le bénéfice de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais personne ne peut être non plus à l'abri de l'application de la loi. Parce que la nomination est un pouvoir discrétionnaire, n'est-ce pas? C'est un pouvoir discrétionnaire. Ouais. Maintenant, dès lors qu'il y a des manquements, dès qu'il y a des manquements à la loi, dès qu'il y a une sorte de poursuite et qu'il y a un casier judiciaire, ça peut entacher justement un certain nombre de postes de responsabilité, parce que l'exemple doit venir toujours d'en haut et l'imitation d'en bas. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, il y a des infractions, au-delà même de la Guinée, qui sont imprescriptibles. C'est pourquoi d'ailleurs la création de la Cour pénale internationale a eu lieu. Ça figure à l'article 27 du statut de Rome, le terme qu'on appelle le défaut de pertinence de la qualité officielle. Quel que soit votre titre, vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre titre pour échapper par exemple à quoi que ce soit. Si vous voulez faire prévaloir votre titre d'anciens responsables ou des responsables actuels, méfiez-vous de commettre des crimes qui pourraient relever de la compétence de la Cour pénale internationale ou des infractions imprescriptibles au niveau de la juridiction en Guinée. D'accord. Nous, on a ensemble en tout cas commenté cette actualité. Le gouverneur, on sait que de son, en tout cas avec son règne, comme si on peut parler ainsi, il a eu beaucoup de problèmes à travers l'application, surtout aussi la gestion de la ville de Conakry. Et on se rappelle, lors de la prise de pouvoir du président Alpha Condé, il a promis de faire la promotion de droit, mais lui-même, il est professeur de droit. Est-ce que nommer Resco serait vraiment une bonne chose pour vous, en tant que journaliste? Absolument pas. Je pense que ce serait une grave erreur que le président s'apprêterait à commettre. On a suivi, comme vous le dites, cette actualité. J'ai échangé hier quand
cette déclaration a été publiée, j'ai échangé avec Martin Pradel, un avocat parisien qui défend justement les victimes, parce qu'il faut rappeler que c'est en 2010 que des compatriotes ont été interpellés, séquestrés, maltraités uniquement parce qu'ils sont sortis manifester contre le président de l'époque, le président de la transition, Sekouba, général Sekouba Konaté, voilà. Et Nourkiam et cet ancien gouverneur et d'autres ont été cités dans cette affaire. Ceux qui se sont plaints ont estimé que c'est non seulement devant eux, mais suivant leurs instructions qu'ils ont subies, c'est qu'ils ont subi. Martin Pradel m'expliquait hier donc que à voir cette situation, on a l'impression qu'il y a des petits hommes qui ont été maltraités, des petits citoyens qui ont été maltraités en 2010 par des grands tortionnaires, des gens qui s'estiment être au-dessus de la loi est en bas, ils maltraitent d'autres et ils sont au-dessus. Et aujourd'hui, on risque de faire la promotion justement de ces tortionnaires-là, donc leur donner raison pour dire vous êtes au-dessus de la loi. Ce que la loi prévoit, c'est pour les autres, vous n'êtes pas concernés. Ils ont rappelé donc qu'il y a cette affaire de 28 septembre 2009 qui n'est pas appréciée et que le président de la République, juriste, vous le disiez tantôt, avait promis effectivement de travailler sur la promotion des droits de l'homme et que s'il se permettait d'agir dans le sens d'éloigner quelqu'un soupçonné de violation des droits humains, ce ne serait pas bien. En tout cas, dans le domaine des droits de l'homme, ils ont rappelé qu'il doit rencontrer le 1er mai le haut commissaire des droits de l'homme et que le 6 mai, le ministre des droits de l'homme est censé déposer un mémorandum, n'est-ce pas, sur le respect des droits de l'homme en Guinée et que ce serait pas très bien vu que les jours qui ont précédé, qu'il y ait la promotion de quelqu'un qui a été supposé être tortionnaire et donc inculpé dans ce sens-là. D'accord, on va terminer avec la question, Monsieur Camara. Est-ce que quelle attitude doivent avoir ces organisations de droits de l'homme vis-à-vis de ce dossier? Ben c'est ce qu'ils sont en train de faire justement. C'est de mettre la pression. Justement, il ne faut pas non plus oublier que vous avez votre rôle en tant que presse, les journalistes, c'est simplement la hantise du scoop. Et puis, les organisations des droits de l'homme, ils sont dans leur rôle que de défendre les causes nobles. Parce que la moralité qui est derrière toute cette affaire, c'est de dire à chaque acteur, attention, quand vous êtes au pouvoir, évitez de gérer le pouvoir de façon incontrôlée au point de penser que vous pouvez vous donner le luxe de faire ce que bon vous semble en pensant que vous êtes dans un caravansérail. Or, vous êtes dans un état où tout est réglementé. Ouais. Maintenant, leur attitude, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, c'est plutôt, il faut inviter les pouvoirs publics à la prudence en pareille circonstance parce que il y a ce que la loi peut permettre en termes d'action à mener, pouvoir discrétionnaire, mais il y a aussi l'effet boomerang en termes d'image que cela projette à l'échelle internationale. Donc je pense qu'on est dans cette situation. Maintenant, après tout cela, il faut que l'État continue à vulgariser le contenu des textes de loi, y compris en langue nationale, et mettre en place ce qu'on appelle une véritable école nationale d'administration où des cadres ou des administrateurs à l'intérieur du pays vont chose qui n'est pas le cas en Guinée. Hein. Oui, c'est en perspective, mais je dis encore une fois qu'il faut mettre cela en place pour permettre à ce que les administrateurs qui vont gérer les populations à l'intérieur du pays, de par leur nomination, ils doivent plutôt travailler bien pour donner une quiétude au pouvoir à partir de Conakry, plutôt que de créer des micro-problèmes pour perturber le sommeil à partir de Conakry. Donc je pense que c'est en cela, parce que quand vous savez, Dilbert a dit quelque chose de très important. Il dit que les gens les moins compétents doivent être systématiquement affectés au poste où risque de causer moins de dégâts. Donc, il faut qu'il y ait une école nationale d'administration et que les citoyens aussi comprennent le contenu des textes de loi et après que chacun soit là pour non seulement s'acquitter de son devoir, mais aussi jouir de son droit. Parce que beaucoup de gens peuvent dire que tout le monde est égal devant la loi, mais on glisse le plus souvent vers l'avantage. Alors quand on dit qu'on est égal devant la loi, il y a l'égalité de chance et l'égalité de charge. Égalité de chance, vous avez les privilèges.
égalité de charge, vous avez des obligations et vous devrez vous astreindre à ces obligations. Mais si c'est à sens unique, je pense que c'est pas. Mais vous savez, c'est graduel, c'est une question de développement, c'est un processus. À chacun de jouer sa partition à la presse, aux juristes de vulgariser le contenu des textes de loi, mais aussi à l'État d'enseigner les textes de loi, y compris en utilisant les médiums de proximité comme le radio rural pour traduire cela en langue nationale. D'accord, on va partir avec le troisième sujet. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Politiquement Correct. Vous nous suivez à Banjul. Merci pour la fidélité. On parle, nous, de cette rencontre effectuée au niveau du palais Sékou Touréa. Voilà, des commissaires qui sont allés rencontrer le président, des commissaires de la CENI, en tout cas, pour être plus précis, des commissaires de la mouvance. Quelle est votre analyse par rapport à cette question ? Je pense que c'est vraiment une grave erreur commise par non seulement nos autorités d'inviter juste une partie des commissaires, mais aussi de la part de ces commissaires-là d'accepter d'aller juste parce qu'ils partagent les mêmes convictions politiques que ceux qui les ont invités. Le chef de l'État est censé pouvoir recevoir tout le monde, il reçoit l'opposition, il reçoit toutes les sensibilités. Maintenant, inviter et recevoir uniquement les commissaires venant de son parti, le RPG, de l'administration du territoire et de la société civile, parce qu'il pense que ceux-là partagent son point de vue sur la question politique, je pense que ce n'est pas normal. C'est le fait d'aller et discuter d'un problème qui revient normalement à la CENI, autour de la question de l'opérateur. Il vous souviendra que cette rencontre a été organisée uniquement pour inviter la CENI à refuser la proposition de l'Union européenne de fournir à la Guinée un expert international pour le choix d'un éventuel alors opérateur. Que ça, c'est selon les accords Exactement, du 3 juillet. Le 3 juillet, les parties se sont accordées du recrutement d'un nouvel opérateur. Je dois préciser que le pouvoir n'a pas refusé cela. Le pouvoir n'a pas refusé qu'on recrute un nouvel opérateur et qu'on se débarrasse du couple Weymark Sabari. Le pouvoir veut juste que, en recrutant ce nouvel opérateur, qu'on ne fasse pas appel à un expert international pour ce choix-là. C'est là le problème. Les choses. Exactement. Et je pense que ce n'est pas du tout bien. Ça, on a écouté les commissaires qui n'ont pas participé, qui estiment... Ils ont même fait une lettre, ils ont adressé une lettre au président. Exactement, qui estiment que l'indépendance de la CENI est sapée et que... Voilà, c'est là nous allons nous tourner vers notre consultant juridique, M. Camara, à écouter, en tout cas, tout ce qui se dit autour de ce sujet. Où est l'importance de cet organe, la CENI? Bon, en principe, vous savez, quand il y a une crise de confiance entre les acteurs, sinon en principe, c'est l'administration du territoire dans tous les pays qui organise une élection. Mais comme il y a une crise de confiance entre les acteurs, c'est ce qui a donné lieu à la mise en place d'une CENI. Ça a évolué, et puis voilà. Mais je pense que les acteurs étaient tous d'accord pratiquement à ce que l'organe qu'ils ont contribué à mettre en place continue à leur donner de l'insomnie. Parce que tout le monde a dit qu'il faut quand même une structure technique qui soit là, une administration électorale. Je donne un exemple typique. Quand vous prenez la loi 016 sur la CENI, ça impose à chaque commissaire une sorte de travail professionnel à l'interne et détaché de la formation politique qu'il a envoyée là-bas parce qu'il a prêté serment devant le premier président de la Cour suprême. Ça, c'est extrêmement important, qu'il ne faut pas oublier. Et comment voulez-vous que les gens, au-delà même des rencontres et d'autres bisbilles qui sont là, n'oubliez pas que c'est sous fond de survie que la CENI est en train de travailler, parce que à entendre les uns et les autres, nul n'est satisfait de leur travail. Des deux camps d'ailleurs, sauf erreur de ma part. Mais des deux camps, ils ne sont pas satisfaits. Autrement dit, voyez-vous, chaque fois que quelqu'un vient à la tête, les gens critiquent. C'est comme au niveau de la Guinée, quand un président de la République arrive, les gens disent « Ah oui, même l'ancien aussi était meilleur ». Si vous voyez ça dans un pays, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges. Chaque président qui vient, on dit non, voilà, non, mais l'autre même était. Voyez-vous, sous son temps, et après maintenant on dit voilà. C'est comme les présidents à la CENI. Au lieu de changer, de dépanner le véhicule, on ne fait que changer de chauffeur à la CENI. Tant qu'on a une CENI politique, il y aura toujours une influence. Et sans compter que les commissaires
Au-delà de leur salaire, on va dire qu'il faut faire une ponction pour le retour, pour le fonctionnement des partis. Ça crée de sérieux problèmes. Et ça perturbe la quiétude au niveau de la cité, ce qui n'est pas normal. Deuxième niveau, quand vous prenez le fonctionnement même, vous savez que du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, on doit réviser le fichier électoral. Or, il est clairement mentionné au niveau de la loi 016 que dès que les résultats sont rendus publics de façon définitive par la Cour suprême, automatiquement les démembrements de la CENI perdent leur fonction. Ce qui veut dire que la CENI est un général sans troupe. Voyez-vous, et chaque fois qu'il y a élection, on est obligé de recruter ça et là des personnes qui sont peut-être dotées de bonne volonté à la base, mais qui n'ont pas l'expertise appropriée. Ça peut déteindre négativement sur l'élection. Or, l'élection est toujours conflictogène. Pour maîtriser une élection, il faut maîtriser 3 paramètres. Le cadre juridique, ensuite l'organisme qui gère ces élections et le fichier électoral. Donc, prenez l'exemple typique au niveau des accords de 3 juillet. Les gens disent que non, que l'élection communale, que c'était prévu au premier trimestre, ça ne figure nulle part au niveau de l'accord. Peut-être ça a été discuté à l'interne, ils se sont vus flouer, mais ça n'existe pas. Mais le porte-parole de l'opposition a estimé... J'ai l'accord où il y a 14 personnes qui ont signé. Il dit qu'il a signé, l'accord qu'il a, c'est bien prévu. Voilà, et vous êtes là, vous pouvez me donner la garantie que vous allez m'apporter cette version-là de la Mais c'est pas moi, j'ai dit Abakar, c'est la porte-parole de l'opposition, dit qu'il est l'un des signataires et que c'est prévu. On est dans une logique où c'est pas du tout bon, présentement, de continuer avec une logique de jeu à somme nulle. Je vous donne un exemple typique pour les 100 premiers jours du gouvernement. L'opposition dit que c'est totalement négatif. Le pouvoir dit que c'est globalement positif. Je pense d'un côté, il faut éviter l'autosatisfaction au niveau du pouvoir, mais du côté de l'opposition, il faut éviter le nihilisme total. Ce serait bon de la part du pouvoir. C'est pas encourageant quand même. Hein? Oui, ce serait bon de la part du pouvoir de dire, bon, mesdames et messieurs, voilà, on a travaillé, mais voilà les acquis et voilà les difficultés. Mais ces difficultés, on compte les ériger en défis à surmonter. Et que l'opposition dise, bon, voilà, on sent sur l'honneur que voilà, il y a des petites avancées, mais il y a des faiblesses qu'il faudrait corriger. Il aurait fallu agir de telle manière pour inverser la tendance. C'est en cela que la population peut tirer profit. Mais s'il y a un nihilisme d'un côté, et autosatisfaction de l'autre côté, parce que s'il y a autosatisfaction du côté du pouvoir, en ce moment, il n'y a pas de justification à continuer à travailler parce que tout est rose. S'il y a un nihilisme du côté de l'opposition, il ne faut pas continuer à respirer comme si vous n'êtes pas dans un pays. Donc je pense d'un côté comme de l'autre, il faut faire des approches de solutions de manière à ce que les Guinéens puissent être mis en confiance et faire marcher le rouleau compresseur sur le sous-développement parce que c'est ce qu'on a en commun et continuer à respirer l'air de la paix de plein poumon. D'accord, voilà. Merci en tout cas, mesdames et messieurs. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous, Baldé, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Et Monsieur Camara, on espère en tout cas vous retrouver donc très prochainement dans cette émission. Merci. Oui, très souvent avec l'étiquette d'universitaire. Par application de l'article 22 de la Constitution, chaque citoyen a le devoir de promouvoir les valeurs de la tolérance et se battre pour les valeurs de l'état de droit. C'est l'article 22 de la Constitution qui impose. Voilà, c'est avec ces mots que nous nous quittons au terme de cette émission politiquement correcte. On se retrouve dimanche prochain, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous.